Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 31e épisode de Cold Facts, un épisode un peu spécial puisque nous avons eu le privilège de passer plus d'une heure avec l'un des agents de joueurs les plus influents du pays. Bien entendu, on veut parler de Gaëtan Voisard, avec le Jurassien, 2 fois champion de Suisse en tant que joueur. On est revenu un petit peu sur sa formation, comment il est devenu agent, ce que cela implique dans son quotidien. On est revenu aussi sur la création de sa structure et le développement de Six Leadership qu'il a créé avec notamment Jérémy Gaillan et le skills coach Doug Boulanger. Et puis on est bien évidemment revenu sur la journée et les jours qui ont précédé le repêchage de Nico Hischier en 2017, numéro 1 de la draft. Salut Greg. Salut Jean-Fred, épisode spécial, une interview, on a un invité à notre micro. On est dans les locaux de Motion Lab, ou plus exactement aussi les locaux de The Six Leadership, l'agence que je pense pas mal de monde connaît puisque le principal acteur de cette agence c'est Gaëtan Voisard, 2 fois champion de Suisse si je ne fais erreur avec Bernard Lugano, 886 matchs de Ligue nationale et puis passé de joueur à agent. Un des agents les plus connus de Suisse, en tout cas en Romandie, c'est celui qu'on voit le plus et qu'on entend le plus. Salut Gaëtan. Bonjour à vous deux. Déjà, la première question, en fait, comment on devient agent ? C'est à quel moment tu as eu le déclic où tu t'es dit voilà, ma carrière est terminée, c'est dans cette direction que j'aimerais me rendre ? Non, alors chez moi c'était un peu différent, on va dire. Dans ma carrière, à un moment donné, j'avais un petit peu mis au point avec Gérald Métro, qui était mon agent à l'époque. Je lui avais dit que je voulais un petit peu m'occuper de tout ce qui était, en ce qui me concernait, on va dire, tout ce qui était technique. Et puis que lui s'occupait en fait de la finance, quoi. Donc on avait commencé un peu de se séparer le travail dans les négociations avec les clubs. Et puis sur ce, on avait fait une ou deux très bonnes négociations ensemble. Et puis par la suite, il m'a proposé, il m'a dit écoute, je pense que de tous mes joueurs, tu es un peu le joueur qui a un peu le caractère et le charisme pour faire ce métier. Est-ce que ça t'intéresse tout ? Et puis j'avais dit écoute, on en parlera un peu sérieusement. Donc c'est vrai que j'avais commencé comme ça en fait, 5 ans avant de terminer ma carrière. Donc les 5 dernières années de ma carrière, en fait, c'est là que j'ai commencé à recruter certains de mes coéquipiers, d'autres joueurs, d'aller visionner les jeunes surtout, chose que lui ne faisait plus. Et puis en 2010, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai acheté direct la moitié de la société. Et puis 2017, la totalité, changé le nom. Puis aujourd'hui, voilà, on est ce qu'on est. C'est facile d'être à la fois coéquipier et détecteur, recruteur ? Non, alors ça reste particulier, mais en même temps, je pense que le fait d'être un joueur actif, ça aide beaucoup aussi, parce que quand tu es actif, de toute façon, tu es exactement dans la game, quoi. Donc tu comprends les joueurs très bien, tu es dans l'émotion aussi du hockey, tu es en plein dedans. Et puis, ça t'aide beaucoup, parce que la réputation, que les joueurs te connaissent, ça donne confiance aussi à beaucoup de joueurs d'entrer justement dans la société, de venir travailler avec toi. Et puis ça, c'est clair, c'est un atout à la base pour moi qui était très important par rapport à d'autres concurrents. C'est quoi la plus grande qualité d'un agent ? C'est de l'entre-gens, justement, d'être proche, à l'écoute des joueurs ? Il y a beaucoup de points. Je pense déjà, il faut savoir, chaque société est différente parce que derrière chaque société, il se cache une personnalité derrière. Donc, alors moi, j'aime pas prendre The Six, c'est pas seulement Gaëtan Voisard. Je crois qu'il faut être clair pour tout le monde. The Six, c'est 4 personnes qui travaillent full-time dans la société. Donc, c'est Jérémy Gaillan qui recrute nos jeunes joueurs entre 15 et 20 ans. C'est lui qui fait la vidéo des jeunes, qui suit avec Doug Boulanger, qui est notre skills coach. Doug, je l'ai engagé évidemment parce que quand on était dans ce projet du centre, ici Motion Lab, avec une surface synthétique à disposition, justement un outil de travail qu'on donnait à nos joueurs en priorité aussi, c'est important dans un skills coach. Donc ça, c'était très important pour moi d'avoir 2 personnes qui fassent du skills et qui gèrent nos jeunes joueurs. Parce que moi, ça me dégageait du temps justement pour mieux m'occuper de mes professionnels, aussi pour voyager un peu plus tranquille si je vais aux États-Unis, visiter nos joueurs NHL ou CHL. C'est important pour moi d'être bien entouré. Et puis en plus, on a Nicolas Pralon qui s'occupe de toute l'administration de la société, plus le service à nos joueurs. Donc à la fin, The Six, le succès de The Six, c'est le team. C'est pas Gaëtan Voisard, c'est le team au complet. Combien de joueurs, excuse-moi Greg, vous avez en fait à peu près ? Alors ça, c'est une réponse à laquelle je ne réponds jamais. Beaucoup de nos concurrents utilisent ça pour dire n'allez pas chez The Six, on a déjà trop de joueurs, chose qui est faux, parce qu'évidemment, on a une certaine quantité de joueurs, mais justement, on est 3 actifs. Donc, on est 2 agents, Jérémy puis moi, plus un skills coach, chose qu'aucune autre société en Suisse ne peut proposer. Donc, aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que
Si moi je vais voir des matchs de professionnels, Jérémy sera des matchs de junior ou de novice ou de mini. Si on va en équipe suisse, Jérémy sera peut-être au U14, au U15, Doug sera peut-être au U16, au U17, puis moi au U18, U20. Donc aujourd'hui, notre société nous permet, vu qu'on est plusieurs personnes, elle nous permet de couvrir beaucoup plus qu'un autre agent qui sera tout seul. Donc c'est clair, si un agent a tant de joueurs, puis nous, à 3, on en a 2 fois plus, on en aura quand même au niveau du temps, on aura beaucoup plus de temps à disposition. Puis je crois ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que moi j'ai voulu investir beaucoup dans mon personnel, parce que c'est ça la qualité d'une agence de joueurs de hockey sur glace ou d'autres sports. On est là au Motion Lab où il y a beaucoup de divers corps de métier qui peuvent aider le joueur. À quel moment, toi, tu t'es dit, c'est dans cette direction-là qu'on doit partir et pourquoi finalement? Ce qu'il faut savoir, c'est un projet dans lequel j'ai travaillé 3 ans. Donc, quand on a rencontré avec Michel Marguerat, qui est un de mes stratèges, on va dire, de mon board pour la stratégie, quand on les a rencontrés la première fois, c'est un projet un petit peu différent qui était prévu, un peu plus proche aussi de la partenaire du Lausanne Hockey Club. Eux sont spécialisés dans le football, cherchaient quelqu'un qui était plutôt spécialisé dans le hockey, donc ils nous ont approchés par rapport à ça. Puis après, c'est clair, moi dans ma tête, voilà, à la fin, ce qu'il faut savoir, c'est quand on gère une société comme la nôtre, on a un pied dans l'économie privée, on a un pied dans le sport. Donc, c'est très important de travailler là-dessus. Et puis, l'idée de Centre, c'était vraiment de dire, voilà, on va pouvoir proposer à nos joueurs des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Il n'y a aucune autre agence de management en Suisse qui peut proposer sa propre glace synthétique, qui peut proposer à l'intérieur du centre où on se trouve 5-6 physios tous les jours, des tests sanguins, 2 docteurs à disposition, un podologue, de l'hypoxie, de la cryothérapie. Donc c'est clair que nous aujourd'hui, en étant partenaire de Motion Lab, on permet à nos joueurs évidemment d'avoir des prestations supplémentaires que personne d'autre ne peut donner. Les clubs non plus? Oh, bien sûr que non. Non, parce que les clubs, c'est-à-dire que les clubs, ils auront leurs propres partenaires, donc ça peut être des cliniques privées et tout ça, mais en tout cas en Suisse romande, moi je ne connais pas une clinique qui est outillée comme Motion Lab le sont. Puis surtout là, on parle d'un centre d'entraînement aussi, donc centre d'entraînement et de réhabilitation. Donc c'est très particulier, mais justement nous, le credo un petit peu de The Six, nous on veut travailler pour la perfection. Donc ce qu'on essaie de faire tous les jours, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plus, comment on peut faire pour mieux aider nos joueurs, celui qui sera blessé, celui qui ne sera pas en forme, qui aura perdu la confiance, il y a l'alimentation, il y a du mental et tout ça. Donc l'idée, nous, c'est de vraiment, et beaucoup de gens ne le savent pas, parce que beaucoup de gens croient que les agents, là, on signe des contrats, et puis adieu merci. C'est pas ça être agent. Être agent, c'est vraiment d'avoir une connexion avec son joueur, c'est d'être en confiance avec lui, c'est que lui sente bien, et puis de tout mettre en œuvre pour que nos joueurs, les plus jeunes comme les plus expérimentés, continuent à progresser. Et puis on travaille très dur. Cette semaine, en plus, j'ai la visite de mon partenaire nord-américain qui s'occupe d'à peu près 70 joueurs de NHL. Alain Roy, on précise. Alain Roy, évidemment, qui est un fantastique agent et qui on apprend beaucoup. Et puis voilà, on a mis aussi beaucoup de choses en place par rapport à son modèle à lui. Donc aujourd'hui, nous, on bosse en Suisse sur un modèle un peu nord-américain. Et puis ça, évidemment, c'est à l'avantage de nos joueurs. Si tu dois comparer ce que toi, tu mets en place maintenant avec les structures que tu avais quand tu étais joueur, c'est le jour et la nuit? Complètement. Je regrette même que j'ai joué il y a 20 ans en arrière et pas maintenant. Parce qu'honnêtement, et ça, c'est pas une critique envers aucun agent qui exerçait les 10 ou 20 dernières années. Le sport aujourd'hui, il a beaucoup évidemment évolué. Les clubs ont beaucoup évolué. Les clubs en Suisse maintenant travaillent quand même beaucoup mieux qu'à l'époque. Les jeunes sont plus préparés. Le suivi en général est nettement meilleur. Mais en même temps, quand tu es agent, tu dois vivre aussi avec ton temps. C'est-à-dire que ce que faisait un agent il y a 20 ans, ça ne suffit plus aujourd'hui. Les joueurs ont des autres demandes. Les joueurs sont beaucoup plus professionnels. Les joueurs, ils veulent... Moi, je dis toujours, on essaie de dire à nos joueurs, vous êtes votre propre société. C'est-à-dire que tu dois t'arranger pour avoir ton agent, ton nutritionniste, ton entraîneur personnel, toutes ces choses qui vont là, ton banquier, ton assureur, parce que c'est important pour être performant, c'est important de se sentir bien. Nous, notre rôle, c'est de faire que si ton joueur il est en confiance, il va mieux évoluer aussi. Les jeunes, maintenant, on parle souvent de la génération des millennials. Est-ce que tu sens un écart entre les joueurs qui ont peut-être 35 ans et puis ceux qui arrivent maintenant, qui ont entre 15 et 20, est-ce que tu vois une différence presque sociétale en fait? Mais bien sûr, on est confronté très gravement à ça, dans le positif et dans le négatif. Parce que le positif, c'est que les jeunes aujourd'hui,
ils font du hockey pour devenir professionnels. Il n'y a plus un jeune maintenant qui joue au hockey en 17 et 18 ans qui ne veut pas devenir joueur de hockey professionnel. Aujourd'hui, les jeunes, ils se donnent le moyen aussi. Ils sont très informés, même beaucoup trop informés parfois, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de mensonges aussi. Il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est facile de devenir professionnel, que c'est facile d'aller en NHL, alors que c'est déjà dur de jouer en National League, pour être honnête. Donc, nous, on est confrontés aussi à la loyauté. Au jour d'aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est plus tellement comme avant où tu avais un agent à 18 ans, puis à 37 ans, quand tu arrêtais de jouer, c'était toujours le même agent. Au jour d'aujourd'hui, ça devient compliqué de gérer parce que les joueurs aujourd'hui sont très volatiles, mais ça, c'est la nouvelle génération qu'il faut accepter. C'est aussi pour ça que moi, j'ai voulu engager Jérémy Gaillan, qui est nettement plus jeune que moi, parce que justement, à un moment donné, si tu veux rester connecté avec tes jeunes, tu dois même être toi encore un peu jeune ou encore actif. Il y a 3 points que j'ai notés aussi parce que c'est des questions qu'on nous a posées. Pour un agent, tu me dis si je me trompe, donc il y a la détection, ça on en a parlé, le suivi des joueurs au quotidien, on en a aussi parlé. Et puis il y a quelqu'un qui posait la question de l'après-carrière. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous essayez de mettre en place, de ne pas abandonner la personne une fois que sa carrière de hockeyeur est finie? Est-ce qu'on essaie de lui trouver quelque chose? Bien sûr. Alors, l'après-carrière est très importante. Nous, on a une personne avec qui on travaille déjà, qui s'occupe de certains de nos joueurs. Alors, ce qui est un petit peu dur là-dedans, c'est que certains joueurs ne sont pas prêts à le faire. Nous, on met une personne à disposition qui est très qualifiée. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier, quand tu es joueur actif, tout d'un coup, tu dois investir de l'argent pour refaire des écoles ou repartir dans des... Il y a des joueurs qui ne veulent pas le faire. Puis il y a des joueurs qui le font tout de suite parce qu'ils ont compris, encore 3-4 ans à jouer. Et puis, tu as une famille, tu viens à un bon niveau, il faut faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sponsors qui disent « tu as joué chez nous 10 ans, je te donne un job après ta vie, il n'y a aucun souci, c'est fini, ça, ce temps-là. » Ça, c'était il y a 25 ans en arrière. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Dans les 4 points que tu as cités, j'aimerais quand même bien en rajouter un, ou dans les 3 points, il y a la passion. Parce que pour être un bon agent, tu dois être passionné. Parce que je travaillais beaucoup moins quand j'étais joueur qu'agent. Au jour d'aujourd'hui, quand tu es agent, tu as un peu les horaires du bureau, sauf que toi, tu bosses le soir en plus. Donc ça, je pense que c'est très important de savoir parce que les gens, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est que pour faire notre job, tu dois aimer le hockey, tu dois aimer les gens. Parce que quand tu reçois des téléphones à 11h le soir ou le dimanche après-midi à 4h, puis que tu as bossé 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, des fois tu dis dans le bleu, c'est dimanche après-midi, mais c'est normal pour nous, puis on le fait volontiers. Donc il ne faut pas oublier, il y a la détection des jeunes, donc ça c'est clair, hein, c'est l'œil de l'ancien joueur, c'est l'expérience qu'il faut aussi, quel joueur tu vois qui peut être vraiment un joueur à potentiel, un prospect et tout ça, comme on appelle. Après évidemment, il y a les services que tu as mis en place pour tes joueurs, il y a le service que toi tu donnes à tes joueurs. L'après-carrière, après, pour ceux qui arrêtent de jouer, et puis tout le monde arrête de jouer évidemment, mais à quel moment, si tu peux choisir même toi à la fin, si tu dois arrêter sous blessure, ce n'est pas non plus la même chose. Mais pour faire tout ça, il faut beaucoup de passion et puis beaucoup d'amour pour les joueurs que tu t'occupes. Parce que si les gens croient qu'être agent, c'est un job facile, ils se trompent. Être agent au jour d'aujourd'hui avec... les nouveaux règlements, avec comme le sport est en train de se dessiner, c'est très compliqué. Là, tu parles de passion, tu mets le focus là-dessus. On a l'impression que c'est un métier aussi qui est un peu fantasmé, peut-être à tort des fois. Les gens, ils voient les agents soit comme des personnalités assez néfastes pour le sport, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Donc, tu le sens aussi ça, ou est-ce que ça a changé finalement, cette image de l'agent où tu essaies justement de toi de casser ça? Alors, j'essaie de rien du tout. En fait, moi, je suis honnête à moi-même. Hein. Les joueurs qui me connaissent, ils savent que je suis très honnête. Je dis ce que je pense. Si je suis d'accord, je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Donc, nous, on est là pour se battre pour nos joueurs, évidemment, parce qu'on collabore avec les clubs, mais on travaille pour le joueur. Donc, c'est clair que nous, on est déjà dans un métier de confrontation. C'est-à-dire que nous, chaque négociation de contrat, chaque fois que tu as un problème, un joueur qui a des problèmes, évidemment, tu seras en confrontation. Donc, moi, ce qui est très important déjà, c'est les valeurs. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai des parents qui m'ont bien éduqué. Moi, je suis très à cheval sur les valeurs. J'aime bien tout ce qui est correct. J'aime l'honnêteté. Donc, je dis même moi-même à mes joueurs, sois honnête avec moi. Si tu aimerais que je te téléphone 2 fois par semaine à la place d'une, dis-le moi. Mais viens pas après 2 mois puis dis, écoute, tu ne m'as pas appelé 2 fois par semaine, donc j'arrête de bosser avec toi. Donc, je pense déjà les valeurs, c'est d'être très honnête. Et puis après, évidemment, il faut savoir pourquoi on fait ce job. Moi, j'ai joué 21 ans professionnel. Je sais ce que c'est le hockey. Je le ressens. Pour moi, c'est une passion. Mais au jour d'aujourd'hui,
c'est pas seulement la passion. Aujourd'hui, moi, je suis un patron de société, j'ai 4 employés à payer à la fin du mois. On a des locaux magnifiques, mais qui valent aussi un certain coût. Donc, on fait 60 à 70 000 km par année. On bosse 6 à 7 jours par semaine l'hiver. L'été, on travaille aussi parce que l'été, c'est beaucoup maintenant tout ce qui est États-Unis, Combine, CHL, NHL et tout ça. Alors, en aucun cas, j'aimerais me plaindre. Bah, je dis toujours, je n'ai pas le droit de me plaindre parce que je pense que la vie, elle a été assez correcte avec moi. En même temps, voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts aussi parce que déjà pour jouer 21 ans professionnel, ça prend beaucoup d'efforts. Puis pour rester dans le sport professionnel, ça prend aussi beaucoup d'efforts. Le sport professionnel, c'est très, très... émotionnellement, tu es très impliqué. Surtout quand tu as affaire avec des joueurs qui gagnent, qui perdent, qui pleurent, qui rient. Toi, tu es dedans, puis tu es là pour être là pour eux. Donc déjà, je dis, dans notre métier, on n'a pas le droit d'être faible. Moi, j'ai fait une semaine d'hôpital au mois d'octobre. Il y a très peu de gens qui l'ont su. Pourquoi ? Parce qu'un agent, tu es là pour réconforter tes joueurs. Toi, tu donnes une épaule à tes joueurs. Ce n'est pas tes joueurs qui doivent te donner la leur. Donc, on vit dans un métier qui est très, très compliqué. Mais de nouveau, je ne suis pas là pour... pleurer sur moi. On a une société qui va très très bien. On bosse très dur. J'ai le meilleur team que j'aurais pu avoir. Et puis au jour d'aujourd'hui, je peux dire, The Six, je pense qu'on est une société qui roule. On bosse très dur, autant dur que nos joueurs, pour avoir du succès. Récemment, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur le fait que de plus en plus de joueurs dénoncent les contrats par rapport à leur société. Du coup, tous ces services que vous avez mis en place autour du joueur, ici à Motion Lab, c'est aussi pour garder ces joueurs qui avaient peut-être des envies d'aller voir ailleurs ou de dénoncer le contrat avec leur agent ? Oui et non. Alors c'est vrai qu'il y a l'idée aussi évidemment de continuer à devenir meilleur. Comme je le disais tout à l'heure, on évolue avec nos joueurs. Donc nos joueurs deviennent toujours plus professionnels, toujours meilleurs. Nous, c'est le but aussi. Donc on veut toujours devenir aussi meilleur. Moi j'ai aussi racheté la société et puis pris le team que j'ai pour justement devenir meilleur et devenir les meilleurs en Suisse, ça c'est clair. Et puis c'est sûr qu'en même temps, voilà, vu les difficultés un petit peu ou les nouveaux règlements que la SECO a mis en place, c'est vrai que ça fait aussi qu'évidemment, on fait le maximum pour garder nos joueurs, mais en même temps, de nouveau, c'est comme... on en a déjà parlé. Aujourd'hui, moi, je ne travaille pas pour me dire je vais perdre un joueur ou qu'est-ce que je vais faire pour ne pas les perdre. Aujourd'hui, on donne le meilleur qu'on peut au niveau... humain et puis au niveau surtout des structures qu'on a mises en place. Donc c'est clair, le centre Motion Lab où on a nos bureaux et nos glaces synthétiques et où les docteurs exercent quand même pour la réhabilitation et les entraînements, il est très important. Mais évidemment que mes joueurs zurichois ne vont pas venir souvent ici. L'idée aussi, c'est de travailler très spécifique aussi sur l'été, par exemple, donner ce genre de service. Mais avant tout, nous, ce qu'on veut, c'est le besoin de l'excellence. Donc nous, on veut devenir toujours meilleur pour aussi montrer à nos joueurs qu'on est comme eux, on bosse dur et puis que si on veut avoir du succès, on doit continuer dans cette direction. Tu as parlé de la SECO. Il y a eu un changement de rétribution des agents par les joueurs désormais et non plus par les clubs. Tu arrives à expliquer ce qui a changé dans cette situation ? Alors c'est clair que voilà, ça c'est un petit peu la révolution dans le sens où ça a permis à certains joueurs d'un petit peu de changer les lois, on va dire. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que les joueurs nous ont toujours payé. Beaucoup de joueurs croyaient qu'ils ne nous payaient pas, mais ça n'existe pas. Il n'y a personne qui travaille de la façon dont on le fait, qu'à les infrastructures qu'on a, si on n'est pas payé, évidemment. Donc, ce qui s'est passé, simplement, l'exemple le plus simple que je prends toujours, c'est pour expliquer aussi à nos joueurs eux-mêmes, hein, certains, les plus jeunes qui ne connaissent pas encore ça. C'est vrai que si on prenait un exemple avant avec l'ancien système, ben voilà, on négocie un joueur à 100 000 francs, le club nous payait 5 000 francs, donc 5% du contrat. Et puis, le joueur encaissait 100, le club nous payait 5. L'enveloppe du club à disposition pour ce joueur après négociation était 105 000. Aujourd'hui, simplement, c'est que l'enveloppe est toujours de 105 000. La différence, c'est que c'est le joueur qui engrange les 105 000, nous paye 5, il lui en reste toujours 100. Donc, à la fin du compte, mis à part que le joueur sort l'argent maintenant lui-même de sa poche, au contraire d'avant où c'était le club qui nous payait, le montant global qui lui reste à disposition est le même. Donc on va dire qu'il faut juste expliquer aux joueurs. Quand on a expliqué à nos joueurs, nous, les conséquences du changement de règlement, les joueurs ont très bien compris. Après, il y a un ou deux, évidemment, qui ont utilisé la loi pour eux, puis qui ont décidé de ne plus te payer. Mais ma foi, ça c'est dur à accepter, mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, on est obligé de le faire. Donc ils ont payé la première année de leur nouveau contrat
et derrière, ils ont dit à l'agent « Merci pour tout, mais je me débrouille tout seul » pour schématiser. Bah oui, alors ça c'est très schématisé. Évidemment que la première année que l'agent du placement est obligatoire dû les années de service, donc sur un contrat de 3-4 ans, c'est vrai que voilà, les joueurs aujourd'hui peuvent dénoncer un contrat après 2 ans, 3 ans, 4 ans s'ils ne veulent plus te payer. En même temps, ils n'ont plus d'agent. Donc à la fin, les joueurs qui sont intelligents, puis ça, on a de la chance chez The Six d'en avoir beaucoup, parce qu'il faut savoir aussi, voilà, nous, quand on recrute aussi des joueurs, on ne les recrute pas seulement pour la qualité du joueur de hockey, mais on les recrute aussi parce qu'au niveau humain, c'est des bonnes personnes. Donc je pense voilà, que par rapport à mes concurrents, on a perdu moins de joueurs, même je dirais très peu, que d'autres, parce que justement nos joueurs, je pense, ne sont pas seulement des bons joueurs de hockey, mais sont aussi des bonnes personnes qui, avec une certaine loyauté, qui exigent évidemment des grands services de notre part, mais je pense qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, on fait le mieux qu'on peut. Je ne veux pas dire le maximum, parce qu'on peut faire toujours plus, et on veut toujours faire plus, mais je pense qu'on met tout en œuvre, en tout cas avec mon team, pour que nos joueurs soient heureux et se sentent bien avec nous. Tu parles de 5% de frais d'agent finalement. Ça vient d'où ces 5%? Est-ce que c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps et ça n'a jamais changé ou bien? Alors les 5%, ils font un peu partie aussi du droit suisse, aussi, un peu dans le management et dans le service de personnel et ce genre de choses. Mais en même temps, dans le hockey, dans toutes les ligues européennes, par exemple, ça a toujours été un peu un modèle de 5%. En NHL, c'était 5%. Maintenant, NHL, c'est aussi un peu en train d'évoluer par rapport aux diverses masses salariales des contrats, où il peut y avoir un petit switch de pourcentage par rapport à la longueur du contrat signé. Ils prennent sur la durée, c'est ça? Mais voilà, les 5%, c'est un petit peu en Europe ce qui se fait. Et c'est la base de travail qu'on a, nous, les agents en Suisse. Et donc, tu n'as pas dit le nombre de joueurs que tu as, mais dans ceux que tu gères, que votre entreprise gère, il y a Nico Hischier. Tu arrives à m'expliquer comment il est arrivé dans votre giron, on va dire? Ouais, alors Nico, c'était, on va dire, à la base, j'ai fait le même job de scouting que je ferais pour tout autre joueur. Hein. La différence, c'est que voilà, Nico, très vite, il avait un niveau très supérieur aux autres, mais par contre, il était très petit. Et je dois dire qu'au début, je lui ai dit d'ailleurs, j'étais assez sceptique parce qu'on voyait évidemment tout son talent quand il jouait encore Mosquito et dans ce genre de catégorie. Mais par contre, il était vraiment très petit. Je m'étais toujours dit, voilà, s'il ne grandit pas, ça va être compliqué pour lui parce que ça va être difficile. En même temps, le hockey a énormément évolué maintenant, donc il y a même les petits joueurs de toute façon des opportunités de jouer dans les meilleures ligues du monde et d'être très performants dans ces ligues-là, autant en NHL qu'en Suisse par exemple. Donc ça ne serait plus un problème de toute façon, mais c'est clair que voilà, j'ai fait beaucoup de scouting avec lui, je l'ai suivi très très longtemps. Ça a été pratiquement 2 ans et demi de travail avec son papa aussi, beaucoup de contacts avec son papa. Je n'ai jamais voulu lui parler avec lui parce qu'il était trop jeune. J'avais demandé à son papa si je le père, il m'a dit non. Donc ça a été un travail de longue haleine. Et puis après, qui a été quand même finalisé aussi, je dois le dire, quand on a fait les différents meetings par la suite. Évidemment, c'est moi qui avais fait les 2-3 premiers meetings avec lui, avec la famille. Et puis après, j'ai quand même fait venir mon partenaire nord-américain Alain Roy, qui m'a aussi aidé évidemment à mettre la signature sur le contrat. Tu l'as depuis quand, Alain Roy, comme partenaire? Maintenant, ça fait quand même, je pense, 6 ou 7 ans qu'on collabore ensemble. Alain, c'est un type vraiment merveilleux parce que déjà, il est très intelligent, il a fait Harvard. Donc c'est clair, quand tu étudies dans cette université-là, tu sais déjà que tu as des capacités aussi intellectuelles plutôt importantes. Lui était gardien, chose qui était aussi bien pour moi parce qu'évidemment, lui me donne aussi cette plus-value de l'expert gardien. Il a joué en Europe, donc il avait un peu ce sens. C'est pas un vrai Américain. Moi, je dis toujours, toi, tu es le plus européen des Américains parce qu'il a une très grande compréhension, très grande. Il n'est pas superficiel comme des fois le sont les Nord-Américains. En plus, avec lui, on peut apprendre beaucoup parce qu'il donne vraiment le partage. Donc, dans la collaboration qu'on a fait ensemble, déjà avant d'être avec Nico, par exemple, on a fait le draft de Jonas Sigenthaler ensemble déjà pour dire à l'époque. Donc, lui, c'est une personne qui est vraiment merveilleuse. Puis, alors, lui, il donne aussi une immense plus-value à The Six, évidemment. Parce que chaque fois qu'on parle de CHL, NHL ou AHL, Alain, il est très très important là-dedans. Puis je sais que mes joueurs sont confortables avec lui, donc moi, ça me donne aussi une bonne tranquillité. Tu disais, c'était pas évident au début de recruter, on va dire, en guillemets, Nico dans The Six. Il y a une guerre, une lutte entre agents pour dire, lui, c'est le nouveau. Je pense à Gruyter, par exemple, à Cloton, qui a l'air d'être un futur très grand joueur, très bon joueur. On ne sait pas jusqu'où il peut aller. Est-ce que, par exemple, pour un gars comme ça, tous les agents sont autour à dire c'est chez nous qu'il faut venir?
Ah bah bien sûr, Nico, je pense qu'il y avait 50 agences qui l'ont contacté, parce que évidemment, tous les Suédois, Américains, tout le monde était dessus. Donc voilà, qui nous ait choisi, nous, évidemment, c'est déjà pour nous un grand plaisir. En même temps, c'est pas drôle, mais on va dire le reflet de cette signature, il est rien d'autre en fait de l'aspect humain. C'est-à-dire que Nico, il avait un très très bon feeling avec moi parce que je lui ai donné confiance, donc je ne lui ai pas raconté n'importe quoi. Je ne lui ai pas vendu du rêve parce que ça, je ne le fais jamais. J'ai été honnête avec lui. Puis après, quand Alain est arrivé, voilà, Alain, il a mis toute sa structure nord-américaine en plus là-dedans. Donc on lui donnait et la structure suisse, vu qu'à ce moment-là, on ne savait quand même pas exactement comme la stratégie allait être. À ce moment-là, on ne parlait encore pas de partir à l'IFAX et tout ça. À ce moment-là encore, il joue en junior élite à Berne. Donc, évidemment, on avait des scénarios dans nos têtes, on avait des stratégies déjà un peu mises en place, mais on ne lui a pas dit au niveau de la signature. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est de signer, pour nous, voilà, le meilleur joueur suisse peut-être de l'histoire. C'est de l'avoir chez nous pour des raisons qui étaient propres à nous, donc honnêtes. Sincère, donc on ne lui a pas vendu du rêve, on ne lui a pas raconté n'importe quoi, on ne lui a pas donné d'argent, au contraire d'autres sociétés qui voulaient le faire. Il est venu chez nous parce qu'il se sentait bien, parce qu'il se sentait confortable, puis en de bonnes mains aussi professionnelles, parce qu'évidemment juste être sympa, ça ne suffit pas. Hein. Et puis après, de nouveau, voilà, c'est Alain aussi qui a pu planter le clou aussi, et puis pour le résultat qu'on connaît. Il est parti très tôt en Amérique du Nord. De plus en plus de joueurs font la traversée pour aller jouer en CHL assez tôt. C'est quelque chose que toi tu encourages? Pas du tout, non. Non, c'est assez drôle parce que moi j'ai toujours chaque joueur chez nous il est individuel. Déjà on n'a pas de 1, 2, 3, 4, 5, donc il n'y a pas de ranking chez nous de joueurs. Tous nos joueurs c'est tous des numéros 1, ça faut déjà le savoir. Puis après justement pour tout ce qui est thème CHL ou Suède ou Finlande, ce genre de discussion, chez nous c'est que l'individuel. Donc c'est pas parce qu'un a eu du succès que l'autre aura du succès. Il faut s'assurer du caractère du joueur, de son niveau de jeu à ce moment-là. Si tu es un importé en CHL, il n'y a que 2 places de joueurs étrangers, c'est une grosse responsabilité. Est-ce que ton joueur il a les reins assez solides déjà à 17 ans de le faire? Tu dois attendre peut-être la 2e année ou la première. Choisir l'équipe si c'est possible. Il faut cacher ton joueur parce que tu sais tu ne veux pas qu'il finisse dans certaines équipes. Un draft CHL, c'est très très difficile parce qu'il y a des équipes où tu n'as pas envie que ton joueur finisse. Plus ton joueur est bon, plus on va vouloir l'avoir. Donc après, il faut le cacher, il faut dire qu'il ne va pas venir. Donc tu dois mentir aux gens, ce qui fait rarement plaisir. Mais là, évidemment, tu prêches que pour la paroisse de ton joueur. C'est pour ça que je dis la CHL, ça peut être bien pour quelqu'un, ça peut être une catastrophe pour un autre. Donc nous, je pense qu'un des avantages de The Six, c'est la stratégie. Parce qu'on a l'expérience, on a un partenaire américain qui connaît les Européens, donc il peut savoir aussi en connaissant le jeu, écoute, il est prêt ou il n'est pas prêt. Et je pense que voilà, les gens qui travaillent avec nous, ils savent aussi qu'ils ont un paquet vraiment professionnel et humain qui passe avec eux. On avance un petit peu la carrière de Nico, donc il fait Halifax et finalement drafté par New Jersey. Nous, on l'a appris au moment où il est annoncé, New Jersey prend Nico Hischier. Toi, tu l'as su quand? Très tard. Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai vécu les interviews par contre. C'était assez exceptionnel pendant le Combine à Buffalo. Nico a été invité justement par l'organisation de New Jersey et une ou deux autres. Mais New Jersey, on l'avait fait en groupe. C'est-à-dire que il faut savoir qu'il y a le Gaëtan Orlando qui était aussi dans les chefs scouts de New Jersey. Gaëtan, j'ai joué avec lui. Ouais, un ancien de Berne. Hein, donc on se connaissait très bien et puis on a vraiment fait un meeting à 12 personnes et là c'est là que j'ai été vraiment scotché aussi par Nico, par sa faculté justement de s'adapter à un endroit qui était quand même relativement particulier parce que c'est clair, tu es quand même avec tes 2 agents, tu es avec 3 ou 4 scouts qui t'ont déjà visionné toute l'année et qui t'ont déjà un peu discuté, tu as un general manager d'une équipe, son assistant, puis tu as la psychologue de l'équipe qui est à côté de toi. Et je dois dire que c'est la psychologue qui s'occupait de Nico, parce que justement, c'est pour toute personne normale, on va faire un souper. Là, c'était un interview de travail, déguisé en souper, donc entre la rigolade dans le professionnel et tout. Et puis je dois dire, la faculté de Nico, où il est très bon, lui, c'est justement qu'il a ses capacités d'être à l'aise tout partout, que ce soit sur la glace, en dehors. Il gère des situations comme un homme de 30 ans. Quoi. À part les interviews avec les médias, des fois on le sent un petit peu en retrait avec nous. Tu oui, parles avec lui de ça, son rapport aux gens, aux interviews? Ah mais ouais, mais Nico, il n'aime pas se mettre en avant, il n'aime pas parler de lui déjà. Donc il est souvent derrière. Lui, il s'exprime sur la glace ou avec ses amis. Nous, on a vraiment, je dois dire, une fantastique
comme je dis, avec tous nos joueurs, on a des bonnes... Moi, je veux avoir une bonne relation parce que l'humain, c'est la base. Quand tu t'entends bien, quand tu te fais confiance, c'est déjà la base de tout. Je peux te dire, quand on s'est assis cet été quand même avec Nico, parce qu'il faut savoir en NHL, c'est que le contrat d'agence s'arrête en même temps que le contrat de club. Donc, chaque agent sait quand un top joueur finit son contrat l'année d'après, ils vont commencer à le draguer, il vient chez nous, c'est là qu'il y a des offres indécentes qui arrivent et tout ça. Donc, on est passé par là, c'est-à-dire que nous, on a dû s'asseoir avec Nico aussi. Puis, OK, Nico, ton contrat, ton entry-level contract s'arrête. Avant qu'on puisse négocier ton prochain contrat, il faut qu'on négocie un contrat de collaboration avec Alain Roy et moi. Est-ce que c'est tout bon? Puis évidemment, ils ont été bombardés de demandes de toutes les agences possibles et imaginables. Puis il a quand même fallu s'asseoir, rediscuter. Puis là, le Nico, on était dans un bon petit restaurant à Berne. Puis j'ai dit, écoute Nico, moi je dois savoir, est-ce que tu es content de ce qu'on fait pour toi? Est-ce que tu te sens bien avec nous? Qu'est-ce que tu veux faire et tout? Puis lui, il a dit, mais jamais je changerai d'agence parce qu'avec toi puis Alain, je me sens super bien. Puis tout ce qu'on a fait, surtout toute la stratégie qui a été mise en place par Halifax, son départ et tout le reste qui a suivi, c'était tout très bon, quoi. Mais à la base, lui, il m'a dit, j'ai aucune raison de vouloir changer, vu ce qui se passe à côté de moi, puis le soutien que vous me donnez. Parce que ce qu'il faut savoir un petit peu, c'est que moi, dans la relation, je suis plus un ami. Je suis un ami agent. Alain, c'est un agent ami. Parce qu'évidemment, quand on travaille aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes relations entre club et agent que nous, on a en Suisse. En Suisse, j'ai joué avec tous les GM, soit en équipe nationale, soit en club. On se connaît tous. La Suisse, c'est un petit pays. Quand tu vas aux États-Unis, c'est un autre business qu'on ne peut pas comparer, hein, évidemment. Donc, ce n'est pas tout à fait la même relation. 50 millions, il a signé, Nico? 7 ans, en tout cas, ouais. 7 ans. Ça fait un peu tourner la tête. Aux gens, on va dire en général, c'est des chiffres qui sont fous. Comment on garde la tête froide avec des négociations à des hauteurs pareilles? J'imagine que ce n'est pas tous les jours que ça se passe pour toi. Pour le joueur et pour l'agent, hein, justement, pour le joueur, c'est une chose, mais l'agent derrière, comment il gère ça? Pour l'agent, tu vois, on a gagné tellement d'argent que je suis obligé de travailler un mardi après-midi avec vous. Tu vois, donc, j'ai beaucoup gagné. Non, alors attention. De nouveau, quand tu gères un numéro 1, il y a des choses qui se passent en coulisses que les gens ne doivent pas savoir et c'est mieux comme ça. Mais gérer numéro 1, c'est très compliqué. Après ça, c'est clair que pour le joueur, parce que pour l'agent, c'est très... combien d'argent on gagne sur Nico aujourd'hui, ce n'est pas important parce que ce n'est pas ça qui fait tourner la société. Ce qui est important, c'est la publicité qui fait qu'on est Nico Hischier chez nous. Pourquoi il est chez nous? C'est ça qui fait la plus-value de la société aussi. Parce qu'il reste chez nous, c'est qu'il y a des raisons. Puis c'est plutôt encourageant pour d'autres joueurs qui aimeraient venir aussi avec nous. Mais ce qu'il faut savoir pour le joueur en lui-même, c'est clair. Ça peut créer... quand tu as 21 ans, tu signes un contrat de 7 millions, 3 à peu près annuels. C'est complètement fou. Ce que je peux dire, c'est que Nico, il nous a demandé, il ne voulait pas que ça dure trop longtemps. Nico, il était très clair. Parce que ça, c'est l'avantage avec lui, c'est qu'il sait qu'il ne connaît pas le business. Il sait qu'il faut qu'il fasse confiance à ses agents. Il nous a juste dit à la base, OK, moi, je ne vais pas attendre toute la saison avant de signer un contrat parce que je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, il faut que je signe ce contrat pour me sentir bien. C'était aussi une première pression pour lui aussi. Il savait quand même... Un contrat NHL, c'est aussi un peu une façon aussi de se mesurer aux autres joueurs. Quand on connaît toutes les statistiques qu'on fait pour aller chercher des salaires, il faut pouvoir justifier à des GM pourquoi, qu'est-ce qu'il apporte à son coéquipier. Il y a beaucoup de choses techniques et tactiques que les gens, évidemment, n'ont pas connaissance. Et puis, tant mieux comme ça. C'est pour ça qu'on est agent, parce qu'on le sait, on le fait. Et puis, les autres, c'est des fans. Donc, les autres personnes croient qu'ils savent, mais c'est des fans ou un peu des connaisseurs. Mais c'est clair que lui nous avait dit vraiment, je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Et puis quand on arrivait un peu sur la fin des négociations, il était même surpris lui-même qu'on puisse négocier ces montants-là pour lui. Et c'est là où il a toute sa classe justement parce qu'il il a vraiment la tête sur les épaules. Puis c'est ça le plaisir d'être avec lui aussi. On a justement une question, ça tombe bien, sur Nico Hischier. Et c'était Cédric Ramchai qui pose cette question sur l'importance des stats dans les contrats. Plus pour quelqu'un comme Nico Hischier ou plutôt les Nord-Américains. Et les Devils, ils ont un spécialiste qui, lui, connaît bien, c'est lui qui a créé le site NNIS Data, un spécialiste des Devils qui s'appelle Matt Kane. Et dans l'évaluation des contrats, est-ce que c'est un autre monde, justement en Suisse, tu disais, tout le monde se connaît, on connaît les GM, c'est plus simple. On ne rentre pas trop dans les stats parce qu'on a peur qu'on nous contre avec la stat mise en avant par l'agent et la stat mise en avant par le club. Comment ça se fait aux États-Unis avec ces stats, justement? Bon, aux États-Unis, c'est clair que nous, par exemple, avec Alain Roy, on travaille avec 3 sociétés qui font que des statistiques de joueurs, justement. C'est leur métier. Donc, eux, ils analysent toutes les statistiques, on fait des comparaisons. Donc, quand on part dans les négociations,
Ben évidemment, tu prends déjà les meilleures comparaisons par rapport aux joueurs qui ont à peu près le même âge, le même match, les mêmes positions, tout ça. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails, c'est notre job, mais c'est très intéressant. Puis c'est clair que chaque organisation, effectivement, a un statisticien qui est là que pour les chiffres, justement. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Reshiro n'est plus GM aujourd'hui. C'est que tout le monde savait, les deux owners de New Jersey sont des banquiers à la base. Eux, c'est les chiffres. Ils ont engagé un statisticien. Lui, c'est que les chiffres. Puis évidemment, l'homme de terrain, à un moment donné, tu comprends plus avec parce que quand tu es manager d'une équipe comme ça, il n'y a pas que les chiffres parce que tu sais que tu devras peut-être payer un peu plus pour garder. Tu sais aussi les conséquences que ça peut t'apporter par la suite. Donc, moi, je suis toujours un peu... En Suisse, c'est pas qu'on ne travaille pas comme ça, mais évidemment, en Suisse, le marché il est tellement plus petit qu'on connaît tous le joueur, on sait la valeur du joueur, on sait s'il est malade, blessé. Aux États-Unis, c'est quand même un peu un autre monde, j'entends. Mais c'est clair que dans le contrat de Nico, il y a énormément de statistiques qui ont été mises en avant par notre part, évidemment. Il y a celle qui, Taylor Hall, le nombre de points quand il joue avec Nico, quand Nico n'était pas là, les résultats de l'équipe, il y a beaucoup de choses, le temps de jeu, les engagements, tout ce genre de choses, évidemment. Ça avait une valeur. Après, d'autres joueurs qui jouent dans d'autres organisations qui ont signé. La durée du contrat, par exemple, voilà, Nico ne voulait pas 8 ans, c'était 7 maximum pour lui. Ça, c'est des choses aussi que nous, on a dû composer avec. Parce qu'évidemment, on aurait pu partir sur un bridge contract ou quelque chose comme ça, plus un peu risky. Lui ne voulait pas le risque, il voulait une certaine sécurité sans aller dans la longueur maximum. Donc, on est suisse ou on ne l'est pas quand même. Voilà, c'est clair qu'il est très suisse pour ça, quoi, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Et puis on a une question de Laurent, on la met là parce qu'elle est en rapport plutôt avec les contrats nord-américains, il me semble. Peut-être que tu vas me contredire, puis tu me dis non, mais en Suisse aussi. Que peut-on inclure réellement dans un contrat? Y a-t-il certains bonus au point, etc. Quelle a été la chose la plus farfelue que vous ayez vue? Les joueurs étrangers ont-ils un contrat différent des Suisses? Alors non, pas du tout. NHL, évidemment, c'est la NHLPA qui fait les règles. Donc évidemment que chaque joueur, déjà aux États-Unis, il n'y a pas d'étrangers. Tout le monde est égal. Il n'y a pas d'Américains, de Canadiens, de Suédois. Il y en a évidemment, mais ils ne sont pas contingentés dans une équipe. Donc à ce niveau-là, la NHL, ça c'est la qualité aussi de la NHL, c'est que tout est ficelé à la base, tout est clair. Dans des entry-level contracts, voilà, il y aura certains bonus maximal, minimal qui peuvent apparaître et tout ça. Dans un contrat normal, il n'y en a plus des bonus. Donc là, on parle de signing bonus parce que ça, c'est évidemment, dans une stratégie d'un contrat, c'est très important. Parce que les signings, voilà, tu les reçois peut-être en 1 ou 2 fois dans la saison. Si c'est une année de lockout, évidemment, tu vas essayer de faire un signing parce que celui-là, tu es garanti, alors que le salaire ne sera pas garanti s'il ne joue pas. Donc ça, c'est aussi des stratégies qui viennent se greffer là-dedans. Mais il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les agents et les joueurs qui négocient, il y a les clubs. Donc il y a des fois, tu aimerais mettre un signing de temps puis un salaire de temps, mais le club ne veut pas. Ça fait partie un peu du deal aussi. Donc on négocie. Donc en Suisse, c'est différent parce qu'évidemment, on a des signing bonus, Alors en Suisse, les signing bonus n'existent pratiquement plus. Nous, on a des bonus de play-off ou des choses comme ça, ou des malus, choses qui n'existent pas aux États-Unis. Des malus, vraiment? Malheureusement, ouais, les joueurs ne font pas que de gagner 800 000 francs, 1 million quand ils en gagnent en réalité 300, 400 ou 200. Il y a effectivement, en Suisse, c'est vraiment des malus en cas de non-participation play-off, en cas de relégation. Comme tu peux avoir les bonus qui viennent uniquement si tu es à partir des demi-finales pour certaines équipes, à partir des quarts pour d'autres. Ça dépend de tous les objectifs des équipes, les budgets qu'ils ont et tout ça. Mais non, alors c'est clair qu'en Suisse, il y a les play-out pour certains joueurs, ça ne représente pas seulement une problématique que tu ne vas pas jouer les play-offs, ça représente aussi que tu vas te ramasser une belle petite volée financière parce que tu vas perdre 5, 10, ça dépend toujours les clubs où tu joues, %. Et puis, il ne faut pas croire, mais pour un jour aujourd'hui en Suisse, avec le niveau du championnat qu'on a, même des équipes qui finissent aujourd'hui 9e ou 10e peuvent avoir une très bonne saison. Mais maintenant, tu n'es plus en play-off. Pourquoi? Parce que les équipes sont tellement serrées, mais au jour d'aujourd'hui, le championnat est tellement serré qu'on ne peut pas dire maintenant si Langnau font les play-outs, par exemple, pour dire Langnau, qu'ils ont fait une mauvaise saison. Ce n'est pas le cas, parce qu'au niveau des points, ils sont plutôt très bien. Et puis, quand tu vois que ça va jouer de nouveau à 2-3 points entre 3 équipes, c'est dur, mais ça a des grosses conséquences, évidemment, pour le club, évidemment, parce que si tu es en play-out, c'est pas la même chose pour le sponsoring, mais pour le joueur aussi, parce que tu as des malus qui viennent se greffer là-dedans. Puis c'est pas drôle, mais le sportif, à la base, lui, il va se dire, je loupe une opportunité de jouer les play-offs. Il va pas se dire, je suis triste parce que je me ramasse 5%. Bien sûr, ça vient par la suite, évidemment, mais voilà, c'est toujours le sport la priorité, évidemment. Et les choses farfelues qu'on veut mettre dans les contrats en Suisse, vu que c'est moins codifié qu'en NHL, il y a des choses qui t'ont marqué dans ta carrière de volonté d'un joueur ou l'autre? Non, pas du tout. Mais
Aujourd'hui, c'est plus un travail soit sur la durée, soit sur des montants. On n'a pas 12 000 possibilités de faire une construction de contrat. Moi, c'est clair, aujourd'hui... À part Chervet, 7 ans, c'était quand même hardcore. C'est un contrat très excitant parce que la négociation du contrat de Tristan, je l'ai un peu mené comme un contrat de NHL par rapport à la durée, parce que tu dois justifier. Et puis ça, c'est un peu le problème de la Suisse. C'est-à-dire qu'en Suisse, on pense qu'un joueur, si tu lui donnes 5-6 ans, il ne va plus travailler, ce qui est complètement faux. En NHL, beaucoup de joueurs sont signés sur 7-8 ans. Et il n'y a pas un club qui se dit les 5 dernières années de son contrat, il va valoir la moitié parce qu'il ne va plus rien faire. Parce que non, ce n'est pas vrai. Les joueurs sont des sportifs, c'est des athlètes de haut niveau au jour d'aujourd'hui qui veulent gagner tous les matchs. Il n'y a pas un joueur qui joue aujourd'hui en Suisse qui ne veut pas gagner chaque match. Ça n'existe plus, ça. C'est pour ça que moi, je trouve toujours très dur en Suisse, puis ça, c'est un peu le négatif de la mentalité suisse, c'est que les clubs aujourd'hui, ils ont peur de donner des longs contrats parce qu'ils pensent que les joueurs vont s'endormir après 3 ans, ce qui est complètement faux. J'ai le droit de le dire aujourd'hui parce que je pense que Tristan ne va pas être fâché avec moi, mais quand on a signé le contrat de Berne avec Tristan, il m'a dit, Gaëtan, ce n'est pas le dernier contrat que tu vas me signer. Et puis, c'est ça la qualité des joueurs aujourd'hui suisses, c'est qu'aujourd'hui, ils en veulent, les joueurs. Aujourd'hui, ils jouent professionnels pour jouer en NHL, ils veulent être le meilleur athlète possible. Je ne parle pas de joueur de hockey, je parle d'athlète. Puis aujourd'hui, quand on a négocié le contrat de Tristan, la beauté du contrat, évidemment, c'était le paquet global pour te dire à ton joueur, tu as vu le job qu'on a fait ensemble, sur la durée, sur le montant et tout. Puis surtout, tu joues dans le club où tu avais envie de jouer. Parce que c'est ce que beaucoup de gens oublient. Les joueurs aussi... ils ont aussi une certaine loyauté envers leur employeur, envers leur club. Mais certains, c'est clair, moi, je n'étais pas un clubiste non plus. Donc, moi, après 3-4 ans, il fallait que je parte parce que c'était mieux pour moi, parce que j'avais la tendance à me sentir trop bien et tout ça. Il y a des joueurs qui veulent jouer 15 ans dans la même organisation. Tant mieux pour eux, mais tout le monde ne peut pas le faire. Puis ça ne veut pas dire que parce que tu ne le fais pas que tu ne peux pas jouer 15 ans dans le même club. Mais c'est aussi pour te dire, voilà, qu'est-ce qu'il me faut pour me pousser comme athlète pour être toujours au maximum. Et puis, moi, c'était de changer de club, parce que ça te remettait toujours en question. Puis d'autres, voilà, ils se sentent bien, puis ils donnent quand même le 120%. Puis Tristan, c'est un très bon exemple. Je voulais rebondir. Avant, tu disais tous les joueurs ne gagnent pas 800 000 francs en Suisse, en rigolant évidemment. Au contraire de la NHL, justement, ici, les salaires sont tabous. On connaît le tabou autour de l'argent en Suisse. Ça t'embête, ces discussions-là, justement, le joueur X gagne tant d'argent alors que c'est tout le temps faux, les chiffres qui sortent. Comment toi tu vis ça? Alors moi je le vis souvent mal parce que justement, de nouveau, comme je suis plutôt honnête et direct, c'est clair, j'ai un peu de peine à lire dans les journaux qu'un joueur gagne tant s'il gagne la moitié. Pour moi, ça c'est un grand problème. Je discute souvent avec les clubs de ça d'ailleurs. Je dis, comment ça se fait que vous attaquiez pas certains journalistes justement qui se permettent chaque fois de soit dire vraiment des mensonges, parce que beaucoup, on sait que certains journalistes, pas tous évidemment, je n'ose pas critiquer mes deux interlocuteurs évidemment, mais c'est clair qu'il y a quand même aujourd'hui en Suisse, il y a un grand problème, c'est que beaucoup de gens discutent sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les lisent ou qui les écoutent à la télévision. Moi, des fois, j'écoute des émissions de sport. Le peu de fois où je ne me déplace pas à un match, je dois écouter ou les commentaires ou les analyses de professionnels ou pas professionnels. Puis je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disent qui sont complètement fausses et aberrantes. Et puis c'est clair que quand toi, tu es tous les jours dedans, quand tu travailles avec tes joueurs ou avec les clubs, puis que tu entends après des fois les bêtises qui se disent en dehors, moi, ça m'énerve plus qu'autre chose, je dois dire. Et je suis surpris qu'en Suisse, il n'y ait pas plus, en fait... de problèmes avec ça, parce que moi, personnellement, je pense que les clubs tolèrent beaucoup, même que c'est néfaste pour eux, évidemment, comme c'est néfaste pour un joueur, parce que le problème, je pense, si un joueur gagne tant, il n'y a pas de raison que les gens croient qu'il gagne 2 fois plus, quoi. Et puis moi, je dis aussi, au jour d'aujourd'hui, ça ne doit pas intéresser les gens combien gagne un joueur. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il fait pour l'équipe, parce qu'à la fin, que tu gagnes 100 000 francs ou 300, tu ne vas pas plus te donner de peine ou moins te donner de peine pour une équipe. Aujourd'hui, voilà, tu joues à ton niveau permet de gagner tant, mais c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde croit que tout le monde gagne entre 700 et 1 million. Ce n'est pas vrai. Il y a quelques joueurs qui gagnent ça. Ça, c'est clair et net. Mais c'est comme dans chaque métier. Moi, je pense que c'est bien que les gens restent focus sur leur job et puis s'intéressent moins à l'argent puis plus au sport. Mais tu aimerais que les salaires soient dévoilés publiquement? Non, moi je suis complètement contre. Je suis aussi complètement contre qu'il n'y ait plus de relégation en National League. Je suis complètement contre que la Ligue devienne plus fermée ou privée. Je suis contre les salary cap. Moi je suis contre tout ça. Bon voilà, on avait une question sur le salary cap. Très bien, merci, répondu. Non, je pense qu'il faut vraiment être clair et précis avec ça. En Suisse, on n'a pas un système de hockey, on n'a pas une économie qui nous permet
de faire. On n'est pas la NHL. La NHL, ils ont un système de merchandising. C'est pas le même sport, c'est pas le même vie. On peut pas comparer la NHL et la Suisse. Mais même en Allemagne, oui, l'Allemagne, ils ont la ligue fermée et tout ça. Mais en Suisse, on a une autre mentalité. Et moi, je pense que la beauté du championnat maintenant, justement, c'est de dire qu'il y a une relégation peut-être au bout du fil. Et c'est pour ça que les équipes aussi, on a un tel championnat. Rapperswil, c'est vrai qu'il n'y a pas de relégation de toute façon. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils s'accrochent autant, que les joueurs fassent le maximum. Donc, je pense qu'il faut se dire qu'en Suisse, on a un magnifique championnat, mais on ne sera jamais la NHL. Et puis, on n'a pas un modèle de vie qui nous permet de les imiter. Ce n'est pas possible. Et puis une fenêtre de transfert, on a aussi cette question fenêtre de transfert et les annonces en cours de championnat, est-ce qu'il faudrait interdire ça, un peu comme un mercato, les free agents en NHL? Non, de nouveau, pas du tout. Pour moi, c'est justement une des qualités, honnêtement, du système suisse, parce que déjà, à nous, ça nous permet déjà de prendre du temps pour signer des contrats. Donc, on signe des contrats sur une année. Les meilleurs joueurs, évidemment, sont demandés plus tôt. Aujourd'hui, les joueurs sont des professionnels. Tu peux signer au mois de septembre dans un autre club. Tu vas honorer ton contrat parce que de toute façon, ce n'est pas ton avantage de jouer à 50% parce que ton prochain employeur, ils attendent aussi que tu joues comme un champion dans ton club actuel. Ça fait partie du business. Moi, je trouve justement bien parce que ça nous permet de travailler plus sereinement. Tu commences avec, c'est un peu des blocs de joueurs en fait. La Ligue A commence en premier. La Ligue B commence par la suite. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet d'être moins dans l'urgence. Il ne faut pas oublier, en Suisse, on a un tout petit championnat, on n'a quand même pas beaucoup d'équipes, on n'a pas beaucoup de joueurs qui se transfèrent chaque année. Il ne faut pas oublier, on a peut-être 23 joueurs dans les cadres d'équipes, mais il n'y a pas 22 joueurs par équipe qui sont libres chaque année. On parle de 3 ou 4 attaquants peut-être par équipe. On a l'impression qu'il y a même de moins en moins, en fait, que de plus en plus, il y a peut-être 4-5 postes et encore par équipe maintenant. Mais ça, c'est la qualité justement des clubs où chaque GM maintenant, il planifie chaque année d'avoir la possibilité de changer entre 3 et 6 ou 7 joueurs justement. Moi, à l'époque où je jouais, ça arrivait des fois qu'il y avait 15 contrats qui étaient renouvelables, ce qui est complètement absurde parce qu'en fait, tu ne peux pas planifier sans savoir ce qui va se passer avec 15 de tes joueurs. Donc aujourd'hui, voilà, le hockey devient tellement professionnel, les GM de clubs travaillent très très bien ou beaucoup mieux maintenant, beaucoup plus avec une stratégie derrière. Et puis c'est clair que maintenant, dans chaque équipe, tu as à peu près 6 à 8 joueurs qui par année, qui sont libres de partir ou de rester. Et puis toi comme GM, ça te donne la possibilité, c'est de changer 1 ou 2 éléments et ton équipe, elle continue. Donc c'est ça. J'aimerais un cas concret. Tu arrives à nous expliquer, on va dire, l'international, on va l'appeler comme ça. Comment ça se passe, une négociation, si tu sais que dans 14 mois, ton international, il est sans contrat, donc on va dire à l'été avant le début de saison. Comment ça se passe? C'est toi qui vas vers les clubs ou au contraire, c'est les clubs qui disent « Dis donc, Gaëtan, l'international, il commence à être libre là ». Comment ça se passe pour un joueur comme ça, son année de fin de contrat? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les agents, on est toujours en avance par rapport au club. Évidemment, c'est pour ça qu'on a besoin de nous et qu'on est bon. Il faut le savoir. Donc, non, nous, on travaille en fait avec… Moi, j'ai des listes qu'on prépare avec le bureau. Donc, c'est nos listes de free agents, donc les joueurs qui n'ont plus de contrat pour la saison d'après. Alors, moi, je n'aime pas donner cette liste au club trop tôt. Justement, moi, je ne suis pas tellement un amoureux des signatures en été, par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier, ça c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, mais plus tu négocies en avance, moins tu as de concurrence. Donc, c'est clair que si tu as un club qui vient et puis qui te dit au mois de juillet, écoute Gaëtan, je sais que tel et tel, il n'a plus de contrat l'année d'après, j'aimerais bien commencer à négocier avec lui. Le problème, tu sais que tu ne peux pas aller ameuter les 8 autres clubs qui intéressent ton joueur pour négocier avec. La qualité d'une négociation, c'est la concurrence, justement. Donc, signer des joueurs en été, ça peut être un avantage si vraiment un club veut absolument, ou bien on parle de renouvellement, le club il dit, écoute, moi je veux absolument le garder, je veux absolument rester, ok, c'est nickel. Par contre, nous, on travaille avec des listes, donc c'est-à-dire qu'à partir du mois d'août, moi j'envoie à tous les clubs nos listes de joueurs qui seront disponibles la saison d'après. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on fait que les équipes te recontactent. Écoute, Gaëtan, j'ai vu tel et tel, il m'intéresse. Moi, en défense, je cherche tel et tel profil. Qui c'est que tu auras? J'ai vu sur ta liste tel et tel. Donc, nous, on travaille comme ça. Puis, cette liste, en fait, on a tant de noms au début de la saison. Puis, le but, c'est qu'il y en ait 0 à la fin de la saison, évidemment. Parce que mon travail, c'est de trouver un job à tous mes joueurs, des plus vieux de l'Union nationale aux plus jeunes et tout ça. Et puis, nous, un de nos challenges sur l'année, évidemment, c'est de placer tous nos joueurs pour l'année d'après. Donc, c'est toujours nous, en principe, qui avons le pas d'avance, qui contactons les clubs pour dire voilà. Puis après, les clubs reviennent en arrière. Comment on fait? Tu dis, voilà, on a la liste des joueurs. Des fois, on a des joueurs qui ont les mêmes profils.
Ça va être un défenseur top 4, ça va être un attaquant plutôt d'énergie, un attaquant, un ailier, un centre. Un droitier, Un défenseur droitier. Comment on fait quand on a beaucoup de joueurs, des fois, pour essayer justement de placer tout le monde? Ça ne doit pas être simple, en fait. Bon, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de joueurs, on a un certain nombre de joueurs qui nous permettent de travailler sereinement. Non, alors c'est clair que ça se fait automatiquement parce que déjà, chaque club, ils ont des besoins en expérience, en jeu. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un peu la mode. Donc déjà, ça vient déjà un peu séparé par, OK, j'ai une grosse position à occuper, il me faut absolument un défenseur top 2. Qui c'est que tu as? OK, plutôt offensif, plutôt défensif, plutôt droitier, plutôt gaucher, plutôt petit, plutôt grand, plutôt offensif, plutôt défensif. Ça fait déjà beaucoup de catégories. Les GM au jour d'aujourd'hui, ils savent tous exactement ce qu'ils veulent. Puis après, c'est clair, il y a les joueurs qui surprennent. Donc ceux qui commencent la saison comme des fous, qu'on ne les attendait pas, puis un coup, hop, ils viennent prendre la place peut-être à un autre. Mais nous, à l'intérieur d'une agence, il n'y a jamais de concurrence parce que nous, on propose tous nos joueurs. C'est les GM après qui viennent, qui disent, moi je suis intéressé à lui, pourquoi? À lui, c'est tout. Il n'y a pas de concurrence à l'interne parce que ça n'arrive pratiquement jamais que tu aies deux profils du même âge, de la même position. Ouais. C'est presque pas possible. Donc nous, à la base, on n'a pas de concurrence. Après, c'est vraiment le besoin des clubs. Moi, cette année, par exemple, c'était assez drôle parce que les clubs cherchaient beaucoup de défenseurs pour l'année prochaine. Très peu d'attaquants. Par contre, pendant la saison, ils cherchaient que des attaquants et pas de défenseurs. Parce qu'il y a plus de blessés en attaque, en défense et tout ça. Donc ça, c'est toutes des choses qui se passent aussi qui font bouger le marché, justement. Et puis souvent, il suffit qu'un reste à une place pour que 3 portes s'ouvrent. Parce qu'au début d'une saison, par exemple, beaucoup de clubs, ils veulent tous les mêmes. Parce que ça, en Suisse, c'est un petit marché. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît les joueurs qui savent exactement leur caractère et tout ça. Donc, c'est les clubs, de toute façon, qui font la demande. Nous, notre job, de toute façon, c'est de placer tout le monde à la bonne place, parce que c'est ça qui est important. Une bonne stratégie, c'est pas... Si toi, tu sais que tel et tel club travaille de telle et telle manière, puis que ton joueur, avec son profil ou bien sa façon de travailler, c'est pas la bonne place pour lui, tu vas jamais le pousser là-bas. Tu vas essayer d'aller dans la place où toi, tu penses... l'entraîneur, il bosse super bien qu'un jeune, il va le développer. Bon, notre jeune, on va essayer de le mettre là pour qu'il se développe, tu vois. Il y a aussi la stratégie, nous, c'est de conseiller à nos joueurs. Regarde, fais attention, là, les joueurs plus expérimentés, ils aiment un peu moins parce qu'ils poussent les jeunes, ou bien un jeune, tu lui dis, va ici parce qu'il veut développer, tu vois. Il y a des clubs qui ne développent pas de joueurs, donc tu ne vas pas les mettre ton jeune de 20 ans, super potentiel, avec un coach qui ne bosse pas avec. On a aussi une question, c'était, alors je ne sais pas si tu peux répondre peut-être à ça, quel était le transfert le plus simple et puis le plus compliqué, en gros, de l'histoire de Gaëtan Voisin? Il n'y en a pas, honnêtement, ça n'existe pas, parce que nous on ne fait rien pour que ce soit simple, parce que ce qui fait, c'est le joueur qui décide, parce qu'un joueur qui veut absolument changer de club, il fait qu'on devra lui demander déjà dans quelle équipe tu aimerais aller, et puis s'assurer que ces équipes où lui aimerait aller, ils sont intéressés. Si tu as un joueur qui reste, ça peut paraître simple, mais après, il faut quand même négocier son contrat. Donc, pourquoi le club veut le garder? Parce qu'ils ont déjà décidé de lui mettre 40% de moins l'année prochaine, ou bien pourquoi? J'entends donc, honnêtement, dans le sport, il n'y a rien qui est simple, et puis il n'y a rien qui est compliqué. Il faut beaucoup travailler, et puis il faut faire le maximum pour que tes joueurs jouent où ils ont envie de jouer. Actuellement, le marché suisse est assez difficile. On voit que les salaires des joueurs suisses, alors ils ne gagnent pas tous 800 000, mais les salaires sont en augmentation constante. Les clubs ne sont pas très contents avec ça d'ailleurs. Ce pouvoir donné aux joueurs, finalement, toi, tu le vois comment? Tu l'aimes bien, j'imagine, que tes clients aient plus de pouvoir dans les négociations. Oui, mais je ne suis pas trop d'accord sur quand tu dis que les salaires augmentent, parce que les salaires de certains joueurs augmentent et le salaire d'autres diminue. Maintenant, les constructions des équipes, d'ailleurs, les gens qui suivent un petit peu, ils le voient. C'est-à-dire, dans les équipes, maintenant, tu as de plus en plus de jeunes qui viennent greffer dans l'effectif. Pourquoi? Parce que, les jeunes ont plus de capacité qu'avant, ils sont plus prêts à jouer, mais parce qu'ils coûtent moins cher. Donc, la stratégie de certaines équipes, c'est évidemment de dire, si je paye 5 de mes top joueurs plus, il faudra que je compense avec 5 qui sont bons, mais qui me coûtent moins. La balance, elle se fait comme ça. Donc, les salaires, les masses salariales aujourd'hui, elles n'ont pas augmenté. En tout cas, elles n'ont pas beaucoup augmenté. Ce qui maintenant a beaucoup augmenté, c'est la différence des salaires entre certains joueurs et d'autres. Mais sur Zug, le reste, par exemple, c'est l'exemple assez parfait de ce que tu dis là. Complètement, parce que Zug, c'est pour ça qu'ils ont fait la Zug Academy aussi, évidemment, c'est pour se permettre d'avoir 5-6 joueurs qui peuvent venir jouer dans la première équipe, qui ne coûtent pratiquement rien, puis grâce à ça, je peux payer certains joueurs beaucoup plus. Mais ça sera de toute façon la stratégie globale de tous les clubs aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant, les joueurs entre 28 et 32 ans qui sont moyens, qui ont un certain salaire aujourd'hui, eux, ils sont en danger.
Ils ont un grand danger au jour d'aujourd'hui parce que les clubs disent gentiment ouais, finalement, lui, pour ce que je le paye, je pourrais mettre un jeune pour la moitié prix, ou bien je le prends plus du tout, puis je paye encore j'en prends un encore meilleur pour le payer plus. Et c'est ça ce qui devient difficile. C'est pour ça qu'en Suisse, maintenant, ça devient très compliqué, justement pour certaines catégories de joueurs, parce que c'est pas qu'ils sont pas bons, mais c'est qu'ils se font remplacer pour cause économique. On a appris dernièrement, lors d'une des dernières séances de la Ligue, qu'il y avait un gentleman agreement au niveau des sommes avec les agents, je crois, si je dis pas de bêtises, Greg, tu me rattraperas, et que Berne a rompu ça, et que donc Berne va payer directement les agents, en gros. C'est juste ? Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est bien le problème de la Ligue, c'est-à-dire que moi je suis le premier qui le dit à tous les GM de club, quand je suis en dispute avec eux, sur des points on n'est pas d'accord, je dis toujours de toute façon toi tu aimes seulement les agents quand on t'amène les joueurs que tu veux, quoi. Sinon en gros on ne sert à rien. Il faut savoir que la Ligue aussi, évidemment, ils ont fait des gentleman agreements, évidemment, qui ne sont pas légales, hein. C'est simplement des gentleman agreements, donc c'est pas rien à voir avec le droit suisse, c'est des gentleman agreements qui les arrangent. Donc un gentleman agreement qu'ils avaient fait, effectivement, c'est sur le nombre des étrangers. Et celui-là, honnêtement, il faut qu'il reste. Parce qu'évidemment, le championnat de Suisse ne peut pas se permettre d'avoir plus que 4 étrangers. Ça serait une catastrophe pour l'équipe nationale, ça serait une catastrophe pour les jeunes. Donc ce gentleman agreement, il soutient le hockey suisse. Donc je le soutiens parce que c'est important pour les joueurs suisses qu'on puisse continuer avec 4 étrangers. Moi, j'ai joué une année quand c'était 5. C'était une catastrophe. Pourquoi ? Parce que le power play, il y avait 5 étrangers. Ou bien moi, j'avais de la chance parce que j'étais offensif. Je pouvais être le seul Suisse avec 4 étrangers. Mais ça tue le hockey suisse. Donc, on espère que ce gentleman agreement, il reste. Ça serait déjà bien. Par contre, le deuxième, effectivement, sur les commissions d'argent, c'est vrai que Berne, pour certaines raisons, ont décidé d'en sortir. Alors, moi, je suis très heureux parce qu'évidemment, ça va nous permettre de reprendre un peu une discussion avec les clubs puis d'essayer de trouver des solutions pour revenir un petit peu au système des commissions d'argent, ce qui serait très bien, qui en plus, en aucun cas, n'augmenterait la masse salariale, pourquoi j'ai déjà expliqué justement avec les coûts des charges sociales et tout ça, mais ça nous donnerait à nous une sécurité qu'aujourd'hui on n'a plus. Donc ça c'est clair que moi je suis le premier qui félicite Berne évidemment pour, je ne l'aurais pas dit, mais je vous le dis à vous, on est en Suisse romande, donc il y a peut-être peu de Bernois qui écoutent, mais c'est clair que je félicite Berne, et puis en aucun cas le budget salarial de Berne va exploser l'année prochaine, c'est pas vrai, parce que en fait ça sera dispatché différemment en fait leur masse salariale. Tout ça pour dire qu'effectivement, la Ligue, ça ne fait pas que des heureux. Certains clubs sont toujours contre, mais on va travailler fort, les agents aussi, parce que nous, on a aussi 4 autres agences, on a aussi des discussions depuis 2 ans justement avec les différents clubs pour essayer de revenir un peu sur une base arrière comme ça existait avant. Donc effectivement, le Berne ont fait péter cet agreement, et puis personnellement, je m'en réjouis. Alors, on avait une question qui concernait, est-ce que chez The Six, vous avez que des joueurs suisses sous contrat ou vous avez aussi des joueurs étrangers ? Oui, alors en majorité, évidemment, on a des joueurs suisses puisqu'on recrute et on va dire qu'on connaît le marché en Suisse. Donc, c'est pour ça notre 98% de la clientèle est suisse. Après ça, évidemment, nous on représente aussi des joueurs étrangers qui viennent jouer en Suisse, qui sont des joueurs qui travaillent avec nos différents partenaires, en Suède, en Finlande, aux États-Unis et tout. Ou un des bons exemples, c'est Marc Arcobello, par exemple, qui est un joueur d'Alain Roy à la base. Donc, quand Alain m'a demandé s'il voulait le représenter en Suisse, c'est moi qui ai fait les négociations pour lui à l'époque, pour Berne, maintenant pour Lugano. Donc, c'est clair qu'on s'occupe de certains étrangers qui jouent en Liga. Par l'intermédiaire aussi de Doug Boulanger, on s'occupe aussi de jeunes joueurs étrangers qui viennent en Suisse assez jeunes pour se développer et puis pour prendre aussi la licence suisse, évidemment. Donc, c'est important d'avoir un réseau international. Donc, c'est clair que voilà, nous, on a un partenaire en Suède, en Finlande, en Allemagne, en Tchéquie, Canada, États-Unis, évidemment, avec Alain Roy, mais aussi avec 2-3 autres avec qui on collabore, mais uniquement dans un sens, c'est-à-dire qu'on gère leurs joueurs qui viennent, mais ils ne reçoivent pas de notre part, puisque nous, c'est exclusivement avec Alain Roy. Donc ça, c'est très important parce que le marché des joueurs étrangers est quand même un bon marché, mais pour nous, la priorité, c'est de s'occuper de nos Suisses. Et puis, il y a une question, qui c'est le meilleur skills coach en Suisse ? Ça, c'est une question d'un certain Doug B. Bon, de toute façon, j'aurais dit que c'était Doug Boulanger, évidemment. S'il travaille pour The Six, c'est évident que c'est le meilleur skills coach qui est en Suisse, parce que nous, on travaille qu'avec les meilleurs. Donc, non, il fait un job magnifique avec et nos joueurs, et les joueurs, évidemment, qui travaillent pour sa société
Open Ice. Donc c'est clair que pour nous c'était très important parce que les skills au jour d'aujourd'hui, c'est un très gros parti, justement, ça fait partie du succès d'un joueur ou pas. Au jour d'aujourd'hui, tous les joueurs doivent avoir des skills. Aujourd'hui, tout le monde doit être un bon patineur, avoir des mains. Sur une glace synthétique, on peut beaucoup travailler sa technique de shoot, ses skills, c'est tout ça. Donc, pour moi, c'était une évidence quand on a rencontré les 2 docteurs du centre ici pour entrer dans ce projet. Il me fallait un skills coach. Puis pour moi, c'est clair que c'est Doug Boulanger qui devait l'être parce qu'il s'occupait déjà dans nos camps. Et puis moi, j'aime beaucoup parce qu'il est très innovatif. Et puis je sais que même nos professionnels, évidemment, peuvent beaucoup apprendre grâce à lui. Ouais, on se souvient d'ailleurs Nathan Marchand qui était venu au centre. Et puis quelques jours après, il marquait, alors qu'il avait eu une période où il marquait plus de buts. Et c'était assez chouette de se dire que ça avait eu un impact quasi immédiat. C'est clair. Alors, pour Nathan, c'était assez particulier parce que je lui avais proposé de venir parce qu'il avait cette commotion. Et puis, je lui ai dit, écoute, viens, sors un petit peu de ton cadre de club, sors un peu de Fribourg, tu viens à Lausanne, on te fait faire le test de commotion sur la glace synthétique, juste pour être sûr que tu es prêt, puis un peu pour te sortir ton train-train quotidien. Puis, grâce à ça, effectivement, il a bossé un petit peu son shooting et tout ça, vu qu'avec la commotion, il ne pouvait pas vraiment faire grand-chose d'autre. Puis c'est vrai qu'à la fin, c'était drôle parce qu'il n'a pas marqué le but à cause de nous et tout. Mais c'est clair que ça lui a fait déjà, mentalement, ça lui a fait du bien de sortir de son cadre. Et puis deuxièmement, avec Doug, il a fait 2-3 trucs qu'il a pu mettre en pratique. Et puis finalement, il marquait effectivement un but après un long moment, c'est-à-dire son premier but de la saison, je crois, à ce moment-là. Il y a des directeurs sportifs avec qui, sans me citer de nom, on n'est pas là pour ça, mais avec qui tu as des rapports compliqués où, vu que tu as tellement de dossiers différents à gérer, sur chaque dossier, tu recommences à zéro finalement avec ces personnes? Non, alors pas du tout. C'est-à-dire, pour moi, c'est très important. D'ailleurs, je le dis toujours, à la base, j'ai vraiment une très bonne relation avec tous les GM. Ça, c'est très important pour moi parce que chaque GM me permet de placer un joueur chez lui. Donc déjà, le respect, la collaboration, c'est très important. Mais de l'autre côté, moi, je ne veux jamais être trop proche d'un GM parce que le GM, il bosse pour son club, puis moi, je bosse pour mon joueur. Donc, on n'a pas les mêmes intérêts. Donc, c'est pour ça que je fais toujours très attention d'avoir une certaine barrière quand même avec les general managers de chaque équipe parce qu'on est en confrontation. Moi, j'étais très copain en privé aussi avec 2-3 GM qui sont aujourd'hui en fonction. Depuis qu'on est lui GM et moi agent, on ne se voit plus en privé parce que moi, je fais attention. Je suis là pour protéger les intérêts de mes joueurs. Je ne bosse pas pour un club. Donc, j'aime bien mettre une distance. Mais par contre, j'ai une très bonne collaboration avec tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de bons joueurs. Je dis toujours, tu sais, une bonne agence, elle est bonne parce que tu as les bons joueurs. C'est les joueurs qui nous rendent bons, il ne faut pas rêver. Donc aujourd'hui, je dis toujours comme agent, c'est très important. On n'est pas en dessus des joueurs. Un agent est toujours en dessous. Les stars, c'est les joueurs, ce n'est pas nous. Donc c'est très important aussi que le respect et puis aussi d'être honnête, de dire, c'est tout pendant qu'on aura beaucoup des meilleurs joueurs, les GM vont nous aimer quand c'est le moment. Puis ils détestent quand le joueur ne vient pas chez toi, mais ça fait partie du business. On est dans un monde de macho, il n'y a pas de sentiments, j'entends. Il n'y a pas beaucoup de femmes agents d'ailleurs. C'est très bien. J'aimerais bien qu'il y ait même moins d'hommes agents aussi, comme ils sont à peu près tout seuls, ça serait encore mieux, quoi. Mais non, écoute, alors rien contre les femmes évidemment, parce que moi je suis le premier qui défend les droits de la femme et puis j'aimerais bien en avoir une dans ma structure personnellement, parce que je pense qu'une femme apporte énormément. Les femmes sont très enrichissantes, mais après. Moi, je reste convaincu que pour moi, je le dis honnêtement, il n'y a pas de place pour un avocat comme agent de joueur, il n'y a pas de place pour une femme uniquement dans le sens que beaucoup des femmes qui sont agents aujourd'hui, les 2-3 qu'il y a n'ont jamais joué au hockey. Ça va peut-être changer dans 20 ans avec maintenant beaucoup de demoiselles qui jouent à un très bon niveau de hockey qui un jour pourraient faire le job parce qu'elles connaissent le hockey aussi. Mais moi, je suis pour des professionnels, je suis pour des joueurs qui ont connu ça parce que quand tu es agent, il faut comprendre ton joueur. Il faut le comprendre quand il est blessé, il faut le comprendre quand il ne performe pas, il faut le comprendre quand il a divorcé, il faut le comprendre quand il a été blessé longtemps. Si tu n'as jamais fait de sport à un haut niveau, si tu n'as jamais toi connu ça, tu n'auras jamais cette compréhension-là. Et c'est pour ça qu'honnêtement, moi si on me demande, moi quand je sais qu'il y a des joueurs qui travaillent avec un avocat, moi je dis vous êtes con. Vous êtes con parce qu'il n'a aucune idée de ce que tu vis tous les jours. Pour être bon dans un agent, il faut l'avoir vécu. Puis je pense que la qualité des agents aujourd'hui, je pense, c'est vraiment d'avoir même toi, d'avoir été un joueur de hockey, pour savoir quand ton joueur il est vraiment bien dans la merde, il n'y a rien qui va priver, il n'y a rien qui va sur la glace, et puis qu'il a les yeux brillants quand il discute avec toi, c'est important de savoir pourquoi il a les yeux brillants. Puis moi, je l'ai connu, j'ai eu du succès, j'en ai moins eu, j'ai été blessé, heureusement pas beaucoup, mais à la fin, il faut l'avoir vécu, moi je pense, pour faire ce job.
Et pour moi, ça, c'est très important. On avait pris nos CV, donc on les garde dans le sac. Hein. C'est ça que tu es en train de nous dire. Très bien. Exactement. Mais tu parlais avant en disant que tu travailles pour tes joueurs, évidemment. Est-ce qu'à l'époque, peut-être, il y avait justement des agents qui avaient tendance à avoir des rapports très, très privilégiés avec certains clubs, puis qui avaient peut-être tendance à mettre leurs joueurs dans les grosses écuries plus que dans d'autres clubs parce qu'ils étaient un peu potes avec Bon, c'est sûr qu'il y a 10-20 ans en arrière, ce n'était pas la même relation. Le hockey était différent, le management aussi. Moi, je pense, non, aujourd'hui, voilà, nous, on a aussi tout intérêt à avoir moi, j'aime mieux avoir plus de joueurs à ZSC Lions, à Zug qu'à Rapperswil aujourd'hui, sans critiquer Rapperswil. Mais c'est clair, nous, on aime mieux avoir des joueurs dans des équipes qui gagnent que dans des équipes qui vont se battre pour la relégation. En même temps, le choix de l'équipe, il n'est pas seulement fait pour savoir si tu gagnes ou si tu perds. Le choix de l'équipe, il est fait où c'est que ton joueur peut performer le plus, peut s'en sortir bien, peut progresser et tout ça. Donc, c'est toujours important, c'est toujours le joueur qui décide. Nous, on est là pour proposer. On est là pour proposer, pour négocier, pour expliquer. Après, c'est le joueur qui doit faire un choix. Nous, en agent, on n'a jamais dit à un joueur, tu dois signer à Lugano si le joueur il a envie de signer à Davos. Tu vois. Nous, on est là pour proposer les meilleurs contrats possibles, dans les meilleures places possibles, puis d'expliquer aux joueurs ce qui est bien, ce qui est un peu moins bien par rapport à sa situation à lui dans les organisations. Quoi. Puis des fois, tu arrives avec 2 contrats en lui disant écoute, voilà, on a celui-là qu'on trouve très bien et on a celui-là qu'on trouve très bien. Puis toi, à toi de choisir, quoi. Non, ça ne se passe pas comme ça parce qu'évidemment, on s'assied avec nos joueurs et dans une négociation, c'est 2-3 téléphones par jour, c'est des meetings souvent on visite les équipes, même pour des joueurs en Suisse, il ne faut pas croire, hein, c'est très important que certains, même si tu joues 8 ans en Suisse, moi je dis toujours, viens, on se déplace, on va voir, parce que c'est important de discuter avec l'OGM ou avec l'entraîneur du club. Il y a des joueurs qui veulent absolument discuter avec l'entraîneur, même s'ils ne sont pas sûrs s'il sera encore en place l'année d'après, mais ça leur donne une sécurité aussi. Donc nous, on est là pour proposer. C'est vraiment très important de comprendre que nous, notre job, on doit tout faire avant que le joueur ait une décision à prendre. Puis après, il la prend avec nous. Moi, j'ai une dernière question. Si un joueur a le choix entre Ajoie et Chaux-de-Fonds, tu lui conseilles d'aller où ? Alors, déjà, ça, je ne peux pas répondre à ta question directement parce que je viens d'Ajoie, donc je peux me cacher derrière ça. Je veux dire que je suis Ajoulo de cœur, évidemment. C'est pas un hasard, le choix. Et puis, de l'autre côté, ceux qui me connaissent savent que j'ai joué aussi avec Loïc Bourcalter longtemps et puis je m'entends bien avec, mais alors de nouveau, pas plus ou moins qu'avec un autre. Mais j'ai des joueurs à Chaux-de-Fonds, j'ai des joueurs à Ajoie. Au jour d'aujourd'hui, je suis allé voir le premier match des quarts. Je suis pour personne. Beaucoup me demandent pour qui je tiens. Évidemment que nous, dans notre métier, on n'a pas d'équipe. Nous, un jour, tu es en finale et puis tu as des joueurs qui sont dans une et dans l'autre ou un entraîneur et tout. Nous, on espère juste que nos joueurs en profitent. Mais on sait très bien qu'à la fin, dans le sport, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Donc ça, honnêtement, moi, émotionnellement parlant, j'ai rien pour aucun club. Donc aujourd'hui, avec le temps, depuis le temps que je fais, c'est quand même 15 ans que je suis agent. Moi, j'ai perdu, d'ailleurs, si on me voit un match, il n'y a personne qui va croire que je suis agent ou que j'ai joué parce que j'ai aucune émotion. Moi, quand je suis T'es finlandais. Exactement, je suis un peu un Finlandais, mais très introverti, parce qu'il y en a certains qui sont très drôles. Hein, mais moi, j'ai aucune émotion. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans un match, déjà, tu es concentré, tu regardes ce que tes joueurs font, tu regardes ce qui se passe, tu analyses. Donc, c'est clair, moi, je ne suis pas un fan. C'est clair, si j'ai un de mes joueurs qui met un goal, qui en a plus mis peut-être. Puis, évidemment, tu as la petite émotion pour dire waouh, top classe, ou bien qui revient de blessure, ou bien qui commence et tout. Là, j'ai de l'émotion, mais j'ai que de l'émotion quand ça touche mes joueurs. Parce que là, je suis très émotionnel. Moi, je pleure facilement. Il ne faut pas croire, mais c'est vrai que je suis très, très émotionnel parce que je vis mon truc. Et puis, je mets beaucoup d'amour. Hein, et d'ailleurs, mon team font la même chose. C'est pour ça que j'adore mon team. Ça, c'est très important. Mais moi, je pense que quand tu es agent, tu dois être neutre. Tu n'as pas le droit. Tu n'as non plus pas le droit d'avoir une préférence. Parce qu'il ne faut pas oublier, un club, ça marche souvent par rapport à un general manager et un entraîneur. Tu ne peux pas remettre tout un club en cause si un entraîneur, cette année-là, n'est pas bon ou n'arrive pas à faire son travail. Parce qu'il n'y a pas de mauvais entraîneurs aujourd'hui, mais il y a un entraîneur qui sera très défensif, un autre sera très offensif, un autre qui va aimer 3 de tes joueurs, puis pas un, tu ne sais pas pourquoi. Alors là, ça peut être plutôt... Là, tu remets en question une personne, mais pas une organisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, il faut être clair, et ça, je le dis encore parce qu'on est en live, et puis il y a beaucoup de gens qui écoutent ces émissions. En Suisse, les clubs travaillent très bien. Moi, je trouve que c'est très dur quand j'entends qu'il y a après des gens qui se réjouissent d'un licenciement d'entraîneur, ou bien si on sait qu'un GM, il est sur la sellette, il y a certains gens qui sont presque contents.
enfin, on le fout dehors. Mais il ne faut pas oublier, ces entraîneurs, ces GM, ils ont tous des femmes, ils ont tous des enfants, ils ont des cœurs. Et puis moi honnêtement, je suis toujours assez touché, je déteste les licenciements. Et je veux dire, chaque fois qu'il y a un entraîneur ou un general manager qui est licencié, moi, ça ne me fait pas rire. Au contraire, j'entends certains, ouais, enfin, il y a ce trou du cul, ouais, n'importe quoi. Parce qu'en Suisse, on fait trop de personnel. Parce que la Suisse est petite, donc tout le monde croit que tout le monde leur appartient. C'est comme les joueurs n'appartiennent pas aux fans. Les joueurs, c'est des professionnels qui exercent un travail, un métier, qui se lèvent le matin avec leur humeur, qui sont blessés, qui ont des enfants qui vont à l'école et tout ça. Et puis moi, je pense qu'en Suisse, on a un peu la problématique, on croit beaucoup que les joueurs nous appartiennent, quoi. Beaucoup de fans y croient il y a des choses qui se passent encore maintenant, hein, où j'ai entendu des histoires là, sur des joueurs de Lausanne, avec des choses qui se sont passées, ou Fribourg, quand ils étaient encore sous la barre et tout ça. Et moi, je trouve ça, c'est pas normal. Parce que si on va aux États-Unis, les fans américains, ils ont beaucoup plus de respect sur les professionnels, sur les athlètes qui vont voir un match que nous, on en a en Suisse, quoi. Puis ça, c'est une des choses où, honnêtement, si on me disait, t'aimerais changer quelque chose dans le hockey suisse, ça serait ça. Je crois que c'est une super conclusion pour cet épisode avec Gaëtan Voisard. Merci beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps. Merci à vous deux. Et pour les autres, nous, on se retrouve mercredi pour l'épisode spécial Playoff. On va essayer de faire monter un peu la sauce avant samedi prochain et le début des choses sérieuses, on va dire. Puis on va écouter, on va se rappeler de ce que Gaëtan a dit, comme ça on pourra dire moins de conneries. Voilà, une bonne conclusion. D'ici là, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, vous pouvez nous poser toutes vos questions. On y répond quand on a les moyens et le temps, avec plaisir. Profitez bien de ces quelques jours de congé. À bientôt.